Bonjour. Nous sommes ravis, vraiment ravis, de vous accueillir pour cette deuxième plénière du CIVEPCA 2022. Dans cette édition, nous avons souhaité bousculer les codes en vous proposant des formats de plénière moins conventionnels. Au niveau du contenu, d'abord, vendredi, en invitant des patients, patientes et des aidants à vous partager leur vécu et leurs expériences. Et dans la structure, aujourd'hui, en vous proposant des interventions courtes et dynamiques, inspirées des formats TEDx. Ce matin, il existe un déterminant commun aux trois thématiques qui vous sont proposées, la passion. Car si la voie choisie diffère, la finalité reste la même, l'envie de se donner pleinement dans la profession et de porter ses valeurs au quotidien. Vous avez choisi le thème de l'exercice en milieu particulier, et c'est un très bon choix. Et je dis pas ça parce que je suis là et que je suis contente de vous voir. En effet, l'une des caractéristiques les plus marquantes de notre profession est, selon moi, la liberté. Liberté tant dans la forme que nous donnons à notre métier, en choisissant de travailler en libéral, en hôpital, en centre de rééducation, à domicile, en modulant nos emplois du temps, etc., que dans le fond, en orientant notre pratique sur des champs cliniques ou des populations spécifiques. Les possibilités semblent infinies, il suffit, semble-t-il, d'y penser et d'oser. Notre exercice si diversifié, si malléable, constitue une réelle richesse qui nous appartient de nous approprier. Nous espérons que ces différents témoignages vous inspireront et vous donneront confiance dans votre capacité à forger un exercice à votre image. Je vais laisser la parole à nos premiers speakers et speakeuses. Détendez-vous, inspirez-vous, bref, profitez bien. Dans l'unité sanitaire. On vous a fait passer un test de connaissances, on a évalué un petit peu ce que vous connaissiez sur la prison et on va confronter vos idées sur ce sujet avec mon vécu et mon expérience. Pour ça, aujourd'hui avec moi, j'ai Eva Perry qui est étudiante au CERF et qui a réalisé donc son mémoire sur le sujet et qui va nous aider. Alors bonjour à tous, moi je vous présente Benjamin Hang, qui est depuis 10 ans et qui est en prison depuis 2 ans maintenant. Donc nous nous sommes connus parce que moi je fais un mémoire sur la prison, donc je questionne un peu les représentations des kinés, et c'est un des kinés que j'ai interrogé durant mes entretiens. Donc on va commencer cette entrevue par... en fait je vous ai fait passer à un certain nombre d'entre vous un questionnaire pour évaluer vos connaissances à ce sujet, et je me suis rendu compte que vous manquiez énormément d'informations. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on va essayer de vous donner des informations avec la recherche que j'ai faite, et avec les entretiens que j'ai fait avec des kinés qui travaillent en prison un peu partout en France. Donc pour commencer, j'ai vu que sur les conditions d'embauche, vous étiez seulement 33% à avoir eu la bonne réponse. Donc là, je vais demander à Benjamin, toi, comment tu as été embauché? Je vais vous présenter mes nombreuses qualifications. En fait, j'ai un casier judiciaire vierge. Voilà. Donc en fait, on se fait toute une montagne, on pense qu'il faut des années d'expérience, on pense qu'il faut une formation spécifique, mais en fait non. Il y a même un kiné que j'ai interrogé qui m'a dit que dès la sortie d'école, au mois de juin, il a intégré une prison. Donc vraiment, on se fait toute une montagne, et en fait c'est simple comme ça. Donc à présent, j'ai recensé, parce qu'il n'y a pas de chiffres, j'ai appelé toutes les prisons de France pour savoir combien il y a de kinés qui travaillent en prison, et il se trouve que vous êtes seulement une soixantaine, 67 000 détenus. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de patients, mais que vous êtes très peu. À propos de l'organisation des soins, la plupart des participants m'ont répondu que c'était l'administration pénitentiaire qui organisait les soins, et en fait c'est faux, je suis désolée. Donc est-ce que Benjamin, tu peux nous répondre? Oui, en fait c'est assez classique, hein. C'est l'équipe médicale qui adresse et qui prescrit les patients.
On coopère avec les infirmières et les médecins du coup pour faire ça. C'est assez chouette, l'équipe est super soudée, c'est peut-être un peu particulier du coup à ce contexte-là, mais du coup ça se passe super bien. On a des projets pour bosser encore plus ensemble avec de l'éducation thérapeutique conjointe ou quoi, ça c'est pas encore fait, notamment à cause du Covid, mais ça devrait. Je reçois aussi les courriers des patients. Du coup, ça c'est un truc qui est assez sympa. Ils m'écrivent pour demander les soins. Il y en a qui ont une orthographe qui est super imaginative. Au contraire, il y en a qui ont vraiment une écriture parfaite avec une calligraphie que je serais incapable d'imiter. À la fin, en discutant avec l'équipe, en lisant les dossiers, en lisant les prescriptions, c'est quand même moi qui ai le dernier mot sur qui je reçois et quand dans ma pièce. Et donc, est-ce que toi, tu peux nous dire quel type de patient, quel type de pathologie tu vois en prison ? En pratique, j'ai beaucoup de troubles musculo-squelettiques. J'ai un petit peu de neuro, des AVC, des paralysies faciales. Je vais avoir de l'ortho ou de la traumato en fonction des activités physiques, des activités professionnelles ou des accidents qu'il peut y avoir dans la prison. Et puis, j'ai pas eu officiellement de prescription de kiné-respi jusqu'à présent, mais j'ai des patients qui avaient des soucis respi que j'ai vus et avec qui on en a profité pour traiter à ce sujet-là. Et voilà, je pense que ça devrait pas tarder. Et du coup, il y a zéro différence, on est d'accord ? Avec certains patients, il y a zéro différence. La plupart, ils ont quand même beaucoup plus de temps libre pour faire leurs exercices, donc ça c'est cool. Niveau matériel, on va pas se mentir, c'est un peu la dèche. Le truc qui est très particulier, c'est que c'est quand même des patients qui viennent en général d'un milieu socio-éducatif beaucoup plus défavorisé que ceux que j'ai. Excusez-moi, j'ai appuyé avec mon pouce sans faire exprès. Voilà. C'est des patients qui viennent, qui ont un niveau socio-éducatif beaucoup moins élevé que ceux que je reçois d'habitude au cabinet. Donc en fait, contrairement aux catégories socio-professionnelles aisées qu'on peut avoir au cabinet, qui ont des croyances parfois très construites, très documentées et puis très fausses aussi des fois, il n'y a pas du tout de détricotage d'idées reçues à faire, en tout cas pas beaucoup, mais c'est vraiment de la construction de connaissances à partir de gens qui ne savent pas qu'une fracture ou qu'une entorse de cheville, ça peut guérir et qu'on ne va pas être handicapé à vie derrière. Merci Benjamin. Maintenant, vous parlez de la sécurité. Dans mon questionnaire, j'ai vu que vous étiez seulement 40% à vous sentir en sécurité en prison. Parce que je vous ai demandé de vous imaginer un petit peu dans les lieux. Pour ceux qui ne se sentiraient pas en sécurité, voici les raisons qui sont affichées ici. Toi, Benjamin, quel est ton sentiment quand je travaille ? Ça va en fait. J'ai un talkie-walkie en permanence au cas où et je pense que le médecin filtre un petit peu les patients auxquels il prescrit les soins. Ok. Moi aussi, j'ai eu ce truc-là. Il y a un kiné qui travaille depuis 9 ans en prison, il m'a dit qu'en 9 ans, il s'est jamais arrêté. Et un autre qui m'a même confié qu'il partait travailler sans son talkie-walkie. Donc vraiment, il partait les mains dans les poches et il n'a jamais eu de problème. En pratique, quand j'ai des patients qui sont réputés dangereux, je vais avoir un surveillant qui est juste à la porte de la salle de soins. Et le plus chaud que j'ai eu, c'est un patient qui est venu en séance menotté avec un gardien de chaque côté et un derrière. Donc voilà, quand il pourrait y avoir un risque, il n'y a pas vraiment de risque. Maintenant, on va parler de la relation thérapeutique. Pour la plupart d'entre vous, donc 80% d'entre vous, vous m'avez dit que vous étiez apte à créer une relation thérapeutique avec un patient détenu. Toi, Benjamin, est-ce que tu arrives à créer une alliance avec des personnes dangereuses ? La plupart du temps, oui. Ça m'est arrivé une ou deux fois, dès le début des soins, qu'il y ait des patients qui débarquent dans la salle en revendiquant qu'ils avaient un avocat, que ça n'allait pas se passer comme ça, etc. Bon, là, c'est compliqué. Ça m'est arrivé aussi avec des patients qui ont des pathologies psychiatriques lourdes et qui, du coup, ont un relationnel qui est très, très modifié, de ne pas réussir à créer de lien. Mais la plupart du temps, c'est des personnes, quand on s'intéresse avec eux, qu'on est respectueux et qu'on les considère comme des personnes humaines dignes de soins, ça se passe très bien. Et j'ai vu aussi vos retours, vous m'avez dit que la relation dépendrait du motif d'incarcération. Si vous connaissez le motif d'incarcération, vous ne serez peut-être pas trop à l'aise d'avoir cette relation thérapeutique. Est-ce qu'on connaît le motif d'incarcération justement ? Alors, à la base, on n'est pas obligé de le savoir, c'est pas écrit dans le dossier médical et effectivement, moi je préfère pas savoir parce que si c'était pour un délit mineur, un deal, quelque chose comme ça, je pense pas que ça modifierait la façon dont je vais les soigner. Mais si c'était pour vraiment des violences, des crimes, etc. graves, je pense qu'il y a un moment où je pourrais perdre l'envie, j'aurais plus autant l'envie de les soigner et que ce serait gênant. Donc comme c'est pas facilement accessible, je suis pas tenté, tout va très bien. Et pour rester dans le même thème, vous m'aviez dit que le secret médical aurait lieu en prison, mais vous hésitiez, il y avait des oui, des peut-être. En fait, selon vous, ça dépendrait des délits. Donc est-ce que toi, Benjamin, tu dois donner au dossier des éléments qui peuvent te confier ? Non, le secret médical s'applique en prison comme ailleurs.
Et d'ailleurs, les détenus le savent bien, puisque ça arrive qu'ils me racontent un petit peu des petites combines qu'ils ont au sein de la prison, ou alors ils me disent « Ah, ce que vous m'avez dit la dernière fois, je l'ai vérifié sur mon téléphone. » Et bon, il n'y a pas le droit d'avoir un téléphone en prison. Et finalement, qu'est-ce qui t'a emmené à y travailler ? Moi, c'est essentiellement le hasard. Quand je suis arrivé à l'hôpital public et que j'ai signé mon contrat, on m'a dit « Les collègues vont en prison en traînant des pieds, est-ce que tu veux y aller ?» J'ai dit oui. Et pour vous qui ne travaillez pas en prison, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous pousserait à y aller, et ce serait l'occasion pour vous de vivre une nouvelle expérience. Et aussi, en fait, vous avez l'envie de garder cette égalité des soins. Et c'est ce qui vous pousserait à y travailler. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas y travailler, ce serait plutôt par manque de... Comment dire ? Par manque de... il y aurait une trop grande charge émotionnelle pour vous, plutôt que l'environnement carcéral en tant que tel, en fait. Ce serait plutôt un point de vue psychologique qu'une peur. Donc voilà, et toi Benjamin, quelle est ta motivation d'y rester et peut-être même toute ta carrière ? Moi, je pense que la réinsertion, c'est quelque chose de très très important. Je crois à la seconde chance. Je pense aussi que les déterminants sociaux ont vraiment une influence majeure sur nos choix et nos parcours de vie. Et du coup, travailler en prison, c'était vraiment une manière de travailler plus en accord avec mes valeurs encore et d'apporter de l'accès aux soins à des patients qui ont encore plus de difficultés d'en avoir que dans nos cabinets. Et pour finir vite fait cette entrevue, j'ai posé 2 questions primordiales dans mon questionnaire. La première, en tout début, est-ce que pour vous la kiné c'est utile et justifié ? Et en tout dernier de mon questionnaire, est-ce que pour vous la kiné c'est légitime ? Donc ces 2 questions sont à peu près similaires. Et j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui ont changé d'avis au cours du questionnaire, et en avis positif. Donc est-ce qu'une partie de la solution, ce serait pas tout simplement d'en parler de ce sujet qui est un peu tabou, d'en parler, de l'évoquer pour casser ces représentations et ces idées dessus, et au final pouvoir y aller en toute confiance. Et moi j'ai une question, est-ce que vous, ça vous a permis peut-être de voir une nouvelle possibilité d'exercice ? C'est tout pour vous. Vous êtes prêts ? Oui. Le 12 décembre 2019, il est 3h du matin. Accroupie, à bout de souffle, j'essaie de me calmer. Je viens de courir pour me cacher en essayant d'éviter les tirs et les grenades. Le vent glacial souffle dans mes oreilles, mais pas question de bouger. Même si mes bras n'ont plus de force pour tenir le FAMAS, que mes mains sont saignées par le sang et que je ne sens même plus mes pieds gelés. À peine le temps d'écouter ces douleurs que le signal est lancé. Il faut que j'aille vite rapatrier avec mes collègues les blessés qui sont sur le terrain, les mettre en zone de sécurité. Les tirer, les rassurer, les couvrir, leur prodiguer les premiers soins. Et c'est seulement après 2 heures d'efforts intenses que nos instructeurs arrêtent la mise en scène, nous félicitent, nous, les futurs soignants militaires, d'avoir accompli avec dévotion cette simulation de sauvetage au combat. Est-ce que vous êtes cru un petit peu ? Donc moi je m'appelle Aliénor et je vais vous présenter cette spécialité peu connue, kinésithérapeute du service de santé des armées. J'ai vraiment hésité, je me suis dit est-ce que je viens en treillis, est-ce que je viens en blouse blanche, est-ce que je fais un petit mixte blouse blanche treillis. Finalement j'ai tranché, je reste simple. Ce que je viens de vous lire, c'est un extrait de ce que j'avais écrit de mon journal pendant ma formation militaire initiale, que j'ai réalisée pendant la période probatoire de mon travail à l'hôpital Percy. C'est 1 mois de formation où on échange sa blouse pour le treillis pour être en immersion complète dans le milieu militaire. Et on apprend sur l'organisation de la défense, on apprend aussi sur les codes du soldat, les valeurs militaires, jusqu'à la pratique de la marche au pas,
le lit au carré, la totale. À l'issue de cette formation, on obtient le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale dans le service de santé des armées, et ça correspond à un grade d'apparence dans l'armée de terre d'adjudant. Un petit peu de contexte, le service de santé des armées, c'est un service interarmé avec l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, la gendarmerie. La mission principale, c'est le soutien des forces armées, que ce soit en métropole ou sur les théâtres d'opérations extérieures. Le service de santé des armées concourt également à l'offre de soins au service public. Il participe à la résilience de la nation face aux pandémies et au terrorisme, et également à la formation de médecins et infirmiers militaires à l'école de santé des armées à Lyon. Donc c'est 15 500 personnels dans les centres médicaux des armées, les hôpitaux des armées, centres de recherche, ravitaillement et aussi formation, comme je vous l'ai dit, dans une école de santé des armées. Et parmi ces personnels, il y a 72 kinés, militaires, civils ou réservistes, et en fait il y en a 50 militaires qui ont le statut MITA, militaire, infirmier, technicien des hôpitaux des armées, donc c'est mon statut. Et en fait, c'est un statut particulier parce qu'à la fois on est militaire, mais on est aussi affilié au Code de la santé publique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de travailler en hôpital en tant que kiné militaire? Je vais vous parler de ma petite expérience à l'hôpital Percy. Ça fait 2 ans que j'y travaille et c'est un trauma center. Et je travaille dans le service de MPR, qui est le plus grand service de MPR militaire en France, à Percy. C'est un service pluridisciplinaire. Il y a une super équipe de rééducation, il y a des kinés, des ergos, psychomotes, orthophonistes, podologues, c'est vraiment un super service pour ça. C'est aussi un service polyvalent. Nous, les kinés, on travaille dans le service de MPR, où il y a, je pense, 95% des patients qui sont militaires, mais certains d'entre nous sont aussi assignés dans d'autres services cliniques, typiques des hôpitaux, orthopédie, réanimation, centre des brûlés. Et là, on a aussi des patients qui sont civils, comme l'hôpital participe au service public. En fait, la grande spécificité aussi, c'est qu'on a des pathologies très particulières aux militaires et très diversifiées aussi. Par exemple, des amputations traumatiques, des plaies par balle, des brûlures. À cela s'ajoutent aussi les blessures psychiques avec l'état de stress post-traumatique. Et si on retrouve des pathologies qui sont plus communes, il faut toujours se souvenir qu'elles arrivent dans un contexte de forte contrainte opérationnelle. Par exemple, une lésion des ligaments croisés, ça va se faire sur une réception de chute sur un saut au parachute. Et du coup, les lombalgies, on va avoir des patients qui passent des journées avec des sacs énormes et du coup, ça crée des douleurs un peu partout. Il faut juste repenser au contexte du patient. On développe aussi différents projets à l'hôpital Percy pour ces patients militaires, de restauration fonctionnelle du rachis, réathlétisation post-ligamentoplastie. Récemment, on a mis en place une boîte mail SOS Kiné pour les équipes médicales qui n'ont pas de kiné sur place et qui pourraient avoir des questions. Et dernier point important, c'est qu'on est appelé à partir en mission. Et c'est aussi le propre d'un kiné militaire, c'est qu'on doit être disponible et mobile, prêt à tout. Alors je vais vous montrer un petit peu plus sur les missions. Il y a les soutiens blessés par le sport, avec les RMBS, Rencontres militaires, blessures et sport. C'est en fait une semaine où les blessés sont ensemble et accompagnés de soignants, dont les kinés, pour apprendre et réapprendre des sports en adéquation avec leur situation de handicap. Pour ceux qui sont un peu plus nerds, il y a stage nerfs et blessures avec le surf. Il y a aussi certains qui ont des ambitions paralympiques et nous, on a la chance de les accompagner sur des préparations pour des compétitions internationales, les Invictus Games, les Jeux mondiaux militaires. Et après, il y a aussi les missions qu'on appelle OPEX, Opérations extérieures, où on est appelé à aller sur le Charles de Gaulle ou dans des opérations à l'international, en Jordanie ou en Afrique centrale. Et ça dure en général 3 semaines à 2 mois. Ça peut varier et il ne faut pas être étonné de prolongation en mission. Et plus récemment, avec la crise Covid, on a soutenu des réanimations dans les dom-toms. Maintenant, j'aimerais vous présenter rapidement en fait, ce par quoi un blessé passe et aussi où est-ce que nous, on intervient dans son parcours. Le caporal C a 22 ans et il part pour
sa première mission au Mali. Et c'est là que l'accident arrive, brûlure électrique de la face. Il a fait 2 arrêts cardio-respiratoires sur le cou qui ont été récupérés en urgence. Il est envoyé sur l'unité médico-chirurgicale de proximité. Et premier soin très rapide avant d'être évacué pour être rapatrié à l'hôpital Percy. Et c'est là que nous, on intervient les kinés. Et on rencontre les premiers kinés au centre de traitement des brûlés, pour de la kiné respiratoire d'abord. Et puis après, il va faire ses premiers pas dans le service après 2 mois de coma. Il sera envoyé en service de orthopédie et chirurgie plastique pour la suite des soins, où là, il va aussi rencontrer d'autres kinés qui vont faire de la réathlétisation, un début de réentraînement à l'effort avec lui. Après un long séjour en MPR avec une équipe pluridisciplinaire pour l'accompagner jusqu'en mission sport, RMBS dont je vous parlais. Donc en fait, ça c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne, mais il faut se dire que nous les kinés, on a un maillon de la chaîne et qu'on a vraiment un rôle à jouer auprès des blessés, et c'est une longue chaîne de rééducation. Votre vie, notre combat, ça c'est la devise du service santé des armées. Et je pense que ça résume réellement bien notre mission de rééducation. Les militaires sont, par leur formation et les valeurs qu'ils portent, ils sont vraiment investis et rigoureux dans la rééducation. Et nous, en fait, par notre engagement, on a envie d'être à la hauteur du leur. Et c'est vrai que c'est un défi à relever, parce qu'il y a des objectifs élevés parfois à atteindre, et parfois c'est long et on ne voit pas trop le bout, et même eux. Mais c'est vraiment un combat qui en vaut la peine. C'est pour ça que ma question, c'est est-ce que j'ai des recrues dans la salle? Si jamais il y en a qui sont intéressés sur quels sont les critères d'engagement, les avantages aussi d'être kiné militaire et les valeurs que nous portons, eh ben, n'hésitez pas à venir me voir. Et bien sûr, pour les étudiants et les stagiaires, si vous êtes intéressés, lettre de motivation est cédée. Et il y a aussi possibilité l'armée peut financer les études avec des allocations financières spécifiques. Et aussi, si vous avez des questions, il y a un site My Job Glasses où vous pouvez parler avec un ambassadeur du SSA. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors d'abord, merci de m'accueillir, puisque moi j'ai un parcours un peu différent de vous tous, puisque je suis médecin de rééducation. Et je suis très contente d'être aujourd'hui aussi fait le cas, pour vous parler d'une population spécifique et d'une pratique particulière qui est probablement un peu moins exotique et un peu moins sexy que celle qu'on vient de vous présenter, puisque j'aime parler des personnes en situation d'obésité et d'obésité morbide. Alors finalement, cette population spécifique n'est pas si spécifique que ça, puisque ça concerne quand même un tiers de vos patients aujourd'hui, et probablement la moitié de la population française d'ici 2030. Donc c'est spécifique, c'est quand même très largement répandu dans la population, et vous rencontrerez tous dans vos patients, parmi vos patients, des patients en situation d'obésité. Donc moi, mon parcours n'était pas initialement tracé vers la prise en charge des patients obèses. Ça a été un peu, alors peut-être comme pour la prison, un hasard, c'est-à-dire que les choses se sont faites un peu naturellement. J'ai fait mon internat au CHU de Tours, et à l'époque c'était un sujet qui était un peu à la mode, enfin qui intéressait dans le service. Et donc j'ai décidé de faire mon sujet de thèse sur la réadaptation à l'effort chez les patients obèses. Donc j'ai commencé tranquillement, parce que c'était des patients qui venaient pour des réadaptations à l'effort dans le cadre de restauration fonctionnelle du rachis, et qui n'étaient pas en fait des patients super obèses, c'était des patients qui avaient une obésité avec un IMC entre 30 et 35, et en fait dans ma population j'avais surtout des patients en surpoids.
Mais en fait, ça m'a fait... alors vous le verrez, c'est comme tout, quand on commence à travailler sur un sujet, on commence à s'y intéresser, à découvrir des choses qui n'étaient pas forcément soupçonnées, et qui ont fait que je me suis rendu compte que l'obésité était un sujet très intéressant et un peu représentatif de ce qu'est la rééducation. C'est-à-dire à la fois c'est une maladie dans laquelle il faut être capable d'identifier les facteurs déclenchants, à la fois les facteurs hormonaux, les facteurs héréditaires, mais aussi les facteurs comportementaux, les facteurs sociétaux. Et ça, c'est vrai que la pandémie mondiale d'obésité qui se développe depuis la fin des années 90 représente aussi d'une certaine façon les évolutions de nos modes de vie. Et il faut être aussi capable de repérer les impacts dans le quotidien, les impacts fonctionnels et les complications potentielles qui vont venir surajouter du handicap, complications métaboliques, le diabète, les complications rhumatologiques, respiratoires, le risque de cancer qui augmente, etc. Donc, du coup, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est vachement intéressant, c'est une pathologie qui est complexe, qui fait intervenir énormément de professionnels d'horizons différents, et finalement, il y a moyen de développer quelque chose de plutôt intéressant. Donc suite à ma thèse, en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le service avec le service de nutrition du CHU de Tours, qui participait à la préparation à la chirurgie bariatrique des patients qui étaient candidats. Et donc là, j'ai changé un peu de population et j'ai vu les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que je suis passée de patientes qui étaient en fait capables de suivre des programmes de rééducation classiques, qui avaient des poids, et c'est important parce que c'est un frein majeur, qui ne posaient aucun problème sur le plan matériel, c'est-à-dire en gros des patients qui faisaient moins de 120 kg. Et là, j'arrivais sur des situations où en fait les patients avaient des obésités extrêmement sévères, avec des conséquences fonctionnelles majeures, des situations de handicap qui étaient principalement liées à leur poids, et pour lesquelles en fait il n'y avait quasiment aucune prise en charge puisque le matériel n'était pas adapté, et même une hospitalisation c'était compliqué, il fallait programmer les gens sur le lit qui faisait plus de 160 kg, etc., ce qui occasionnait quand même des retards de soins. Et là, ce qui a été super intéressant, c'est qu'on m'a proposé de faire une consultation de MPR orientée obésité, alors qu'il a fallu construire, parce que c'était la première en France dans un centre spécialisé obésité, et de faire une évaluation fonctionnelle de ces patients, ce qui n'était pas fait du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, dans la plupart des centres qui gèrent des personnes obèses, il y a le côté activité physique adaptée qui est géré, ça clairement, mais il n'y a pas d'évaluation fonctionnelle précise avec des kinés, des ergos, des psychomotes, des gens qui vont travailler sur l'image du corps, sur les conséquences fonctionnelles et de handicap dans l'insertion professionnelle, dans l'insertion dans la vie sociale, familiale, dans les actes de la vie quotidienne. Et donc en fait, en faisant ce travail-là, je me suis rendu compte que l'obésité était un handicap à part entière, à la fois dans les activités de la vie quotidienne sur certains éléments, mais également sur toute la vie sociale et professionnelle. Donc tout ça c'est fait avec un peu l'idée de se dire, mais finalement, je le fais parce que je suis dans un centre hyper spécialisé, que j'ai des outils, que j'ai des professionnels sous la main, entre guillemets, en tout cas des professionnels qui étaient prêts à m'aider, qui étaient intéressés par le sujet. Et la vie professionnelle fait qu'il y a des changements, et j'ai décidé en fait de quitter le CHU il y a maintenant 3 ans. Et je me suis installée en libéral. J'ai aussi une activité hospitalière où je mène une équipe mobile sur le département du 41. Et j'avais un peu le regret de me dire, finalement, cette expertise super particulière que j'ai développée à Tours, elle risque de disparaître, parce que personne ne voulait reprendre l'activité. C'était quelque chose qui ne se faisait pas énormément en France, d'avoir des évaluations fonctionnelles très précises sur les obèses. Et j'avais l'impression qu'en libéral, en fait, j'allais pas pouvoir faire ça. En fait, les choses se sont passées très différemment. La première raison, ceux qui vont travailler à l'hôpital vont probablement reconnaître cette problématique, c'est qu'à l'hôpital, j'ai mis 3 ans à avoir une table pour accueillir des patients de plus de 200 kg. Et quand je me suis installée, je l'ai acheté en 3 minutes, en me connectant sur un site spécialisé. Donc j'ai pu déjà débuter mon activité en choisissant d'avoir du matériel adapté, et puis en faisant aussi un peu de communication autour de moi. Il y avait de la chirurgie bariatrique qui se mettait en place à Blois. Et du coup, j'ai commencé finalement à recevoir quand même aussi des patients super obèses à Blois. J'avais aussi des patients du 41 qui m'ont suivi quand j'ai quitté Tours. Et puis finalement, maintenant, j'ai aussi le CHU de Tours qui me renvoie des patients pour ces problématiques-là. Alors, c'est pas mon activité principale. Et donc, je vois aussi beaucoup de patients qui ont des pathologies rhumatologiques et neurologiques. Ce qui était un petit peu moins le cas à Tours, où je faisais beaucoup d'obésité et je faisais de la douleur chronique, mais je voyais pas beaucoup de patients obèses. Et là, il y a une nouvelle prise de conscience qui s'opère, c'est-à-dire que je me rends compte qu'en fait, il y a ces patients qui viennent me voir qui savent qu'ils sont obèses, ils viennent pour ça, ils sont dans un parcours de chirurgie bariatrique, il n'y a pas de diagnostic à faire. Et là, en fait, je reçois plein de patients, notamment
notamment des patients qui ont des pathologies neurochroniques, des scléroses en plaques, des Charcot-Marie-Tooth, des SLA, qui sont en situation d'obésité, mais qui ne le savent pas. Alors ça paraît toujours un peu curieux, souvent quand je parle de ça aux étudiants, aux internes, aux jeunes qui viennent au cabinet ou à l'hôpital, ils me disent mais quand on est obèse, on le sait, quoi, ça se voit, il suffit de se peser. Mais en fait non, c'est pas du tout aussi clair que ça. Et c'est super important justement de pouvoir faire ce diagnostic-là parce que le surpoids et l'obésité, c'est un facteur aggravant majeur de handicap chez les patients neurologiques. Faire un transfert, faire quelques pas, c'est pas le même plan si vous faites 70 kg ou 120 kg. Le risque d'escar, la possibilité de faire des push-ups pour les blessés médulaires, etc. Donc c'est super important. Pourquoi? Alors, bien entendu, ça va être un peu plus compliqué en termes de prise en charge parce que l'activité physique va être plus difficile à mettre en place. Mais par contre, c'est des choses, des prises de poids chez les patients neuro, c'est des choses à dépister extrêmement précocement. Et donc c'est la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était le diagnostic de l'obésité, qui paraît, comme je vous disais, évident, parce que souvent on le fait quand le patient passe la porte de la salle d'attente ou du cabinet. Mais pour le patient, c'est pas évident. Et je pense qu'il faut avoir une attitude hyper naïve, c'est-à-dire de le peser, de le mesurer, de faire le calcul de l'IMC avec lui et de découvrir avec lui où il en est. Sans a priori, parce que c'est pas une maladie qui est comme les autres, c'est une maladie qui est extrêmement stigmatisante. Je sais pas s'il y a eu, j'ai pas suivi tout le programme du congrès, mais on parle beaucoup de handicap invisible, c'est des choses qu'on développe beaucoup, dont on parle beaucoup en ce moment. Dans le handicap visible, vous avez plusieurs catégories. Vous avez le handicap visible qui va créer de l'empathie, et vous avez le handicap visible qui crée quasiment que de la stigmatisation, et ça c'est l'obésité. C'est-à-dire qu'un patient obèse, il est stigmatisé en permanence, et particulièrement par les soignants. Donc c'est notre rôle aussi d'être capable de voir les choses de manière très objective et de pouvoir justement faire ce diagnostic-là avec le patient et lui dire, ben voilà, là votre IMC il est à 29, 30, attention, vous prenez du poids, vous risquez de perdre en autonomie, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour améliorer cette situation? Donc voilà, je pense que c'est notre responsabilité à tous de prendre ça en charge parce que c'est des choses qui vont être de plus en plus présentes et du coup de moins en moins visibles pour les patients. Parce que pourquoi les patients ne voient pas qu'ils sont obèses? Alors, il y a toutes les problématiques d'ordre psychologique, d'image du corps, etc. Mais il y a aussi le côté culturel et social. Vous avez des familles où tout le monde est un peu fort, ils bossent dans des milieux où tout le monde est un peu costaud. Je pense à des messieurs qui bossent dans le bâtiment, ils ont tous leurs potes sont super costauds, puis eux ils sont super costauds aussi. Puis leur père est super costaud et leur frère est super costaud. Et du coup, bon, avoir un IMC à 33, 34, ils ne voient pas trop la problématique. Et c'est à nous justement de leur faire prendre conscience que, bah oui, mais ça peut poser problème sur le plan de la santé, et comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça ensemble. Donc j'espère que vous allez tous peser vos patients maintenant, et les mesurer. Et voilà, être attentif à ça, à la fois à comment je peux venir en aide à des patients obèses qui sont dans un projet de perte de poids, mais aussi venir dépister et mettre dans le parcours des patients qui viennent pour autre chose et pour qui le poids peut être un véritable problème en termes d'autonomie. Je vous remercie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Chloé Jarrois, je suis kinésithérapeute libérale à Annecy et donc je suis diplômée depuis 2 ans. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de travailler donc, au SAMU social de Paris pendant plusieurs mois. Alors non pas en tant que salariée de la structure médico-sociale, mais en tant que libérale, exerçant à domicile et ayant fait en fait plusieurs prises en charge de ces patients-là dans cette structure. Alors, le SAMU social, pourquoi est-ce que c'est un type de rééducation particulière? Déjà, parce que c'est un lieu particulier. Donc, moi, j'ai exercé dans le 14e arrondissement, au LHSS Reader. Donc, c'est un lit, enfin, c'est une structure qui s'appelle lit halte soins santé. Donc, il y a 31 lits pour des patients en fait, qui ont des pathologies plutôt
qui nécessitent une prise en charge rapidement, pathologie aiguë, mais en fait on se rend compte que ce sont des patients qui ont surtout des pathologies chroniques et qui viennent voilà, dans le cadre d'une poussée de leur maladie chronique ou d'une complication. Donc ce sont des patients en fait, qui vont passer 24 heures sur 24, qui sont complètement hébergés au sein de cette structure. Et donc en fait, c'est un lieu particulier parce qu'on va retrouver plusieurs professionnels, on est une équipe pluridisciplinaire, il y a un médecin, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants, il va y avoir également des assistantes sociales, il va y avoir une psychologue, il va y avoir voilà, donc, plusieurs professionnels de santé qui vont collaborer, qui vont exercer ensemble leur profession, et donc ça permet d'avoir des échanges évidemment, ça va permettre une meilleure prise en charge de ces patients, prise en charge qui évidemment peut se trouver un petit peu compliquée. Alors pourquoi est-ce que c'est une rééducation particulière de travailler au SAMU social? Évidemment, on va avoir des patients particuliers. En fait, le SAMU social, c'est une structure médico-sociale qui va héberger, qui va s'occuper de patients en situation de grande précarité, d'exclusion, d'isolement. Et donc, parmi ces patients, on va retrouver des patients qui sont migrants, des patients qui sont SDF, des patients qui sont en marge de la société, qui sont marginalisés. Donc évidemment, sur le parcours de soins, ça se ressent un petit peu. Ils vont avoir un parcours de soins qui peut être vraiment chaotique, avec des pathologies qui n'ont pas été dépistées précocement, des pathologies graves, des pathologies qui n'ont pas été prises en charge, des gens qui n'ont pas forcément été consultés parce qu'ils n'en avaient juste pas la possibilité. Donc ces patients-là, on va voir qu'ils ont énormément de comorbidités. Le patient qui vient pour une entorse de cheville, en fait, il a une entorse de cheville, mais il a aussi été agressé la semaine dernière. Il a également il a mal au dos parce que il a essayé de fuir comme il pouvait lorsqu'il s'est fait casser la gueule dans la rue. Il va avoir, par exemple, la maladie de Parkinson et il va avoir des troubles musculo-squelettiques et il va avoir autre chose. Donc en fait, c'est jamais simple. C'est jamais une petite entorse de cheville facile, tranquille. Donc voilà, ce sont des patients qui vont être dans évidemment une extrême précarité. Donc c'est évidemment quelque chose qui va être un petit peu plus compliqué. Et puis également, j'ai eu beaucoup de patients qui n'étaient pas d'origine française, donc avec la barrière de la langue qui peut être effectivement un souci un petit peu à part dans les prises en charge. Donc voilà, ça nécessite forcément un peu d'adaptation et un peu d'imagination. Donc voilà, lors de la rééducation, ce qui va être intéressant, c'est de faire un pas vers ces patients. Évidemment, pour la barrière de la langue, on va utiliser Google Traduction, on va se débrouiller, mais apprendre quelques mots de la langue. Voilà, on sait que le patient, je sais pas, il est albanais, serbe, et déjà aller apprendre comment on dit bonjour dans cette langue-là. Montrer au patient qu'on s'implique un petit peu aussi, on fait un pas vers lui, on est là pour lui. Et donc ça, déjà, ça fonctionne très très bien en fait, de juste montrer qu'on est dispo, qu'on est là pour le patient. Alors pourquoi est-ce que ça va être une rééducation particulière ? Parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on fait de la rééducation, déjà on va essayer de délivrer une information au patient et de recueillir son consentement lors du soin. Et alors pour donner une information dans une autre langue, essayer de se faire comprendre, essayer d'être le plus clair possible pour que le patient puisse donner un consentement éclairé à ses soins, ça va nécessiter un petit peu plus de travail. Je pense que c'est important de s'assurer du bon consentement du patient parce que en fait, il est dans une structure, il va demander des soins pour tel ou tel problème, mais il n'aura peut-être pas nécessairement demandé de la kiné. Donc voilà, si on débarque et on dit je suis la kiné, en fait, il ne sait même pas forcément ce que c'est que la kiné, il ne sait même pas qui je suis. Voilà, ça va peut-être demander un petit peu de discussion, un peu de dialogue. Donc c'est important de donner des informations au patient sur qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça peut lui apporter, et s'assurer que lui, il est OK pour tout ça, il est OK pour s'engager dans un parcours de soins. Et puis, forcément, quand on a un patient qui ne parle pas bien la langue,
on ne sait pas si la prochaine fois qu'on viendra dans leur structure, il sera là, parce que ce sont des gens qui sont parfois de passage, qui sont à la rue, donc évidemment ça complique un petit peu l'adhérence au traitement, parce que voilà, ce sont des gens qui ont juste une vie qui est très instable, très compliquée. Et ben on va essayer quand même de créer un peu d'objectifs dans le traitement. La facilité, ce serait de dire allongez-vous, on va faire un massage, comme ça on n'a pas besoin de parler, et puis c'est facile. Non, en fait, pour essayer d'avoir une rééducation qui soit optimale, qui soit en fait une rééducation qu'on proposerait à tous les patients, et oui, il va falloir s'engager, il va falloir essayer de faire émerger des objectifs de soins. Donc, est-ce que le patient, il a des objectifs fonctionnels? Oui, en fait, comme tout le monde, il a des objectifs fonctionnels, il y a des choses qu'il a envie de pouvoir faire correctement, qui lui faciliteraient grandement la vie, même la vie dans la rue, parce que ce sont des gens qui, en fait, sont hospitalisés un temps, mais en fait, quand ils sortent, ils tournent dans la rue, hein, c'est malheureusement une réalité. Donc, mais oui, en fait, peut-être que de pouvoir travailler sur sa gonarthrose avancée, faire des exercices, ça va lui permettre, dans sa journée où il est beaucoup assis en train de faire la manche et tout ça, d'être un peu plus confortable, lui donner des petites astuces sur peut-être se lever de temps en temps, marcher un petit peu, des conseils d'hygiène de vie qui sont un petit peu applicables quand même dans son quotidien à lui. Donc voilà, c'est particulier, mais en même temps, en fait, on va donner un peu les mêmes conseils à nos patients. Évidemment, il va falloir les adapter, les individualiser. Mais ce sont des personnes, je ne dirais pas comme tout le monde, parce qu'elles ont des parcours de vie, des parcours de soins qui sont tellement, tellement particuliers que non, ce ne sont pas des personnes comme tout le monde, mais ce sont des personnes qui méritent et qui nécessitent des soins. Je pense qu'on est tous capables de le faire. Voilà, je l'ai fait avec 6 mois de diplôme, donc je ne nécessitais pas d'avoir 10 ans de bagage et de connaître et de parler 8 langues. Vraiment, c'était facile, entre guillemets, juste en étant un petit peu investi. Il faut savoir que les professionnels qui sont investis dans cette structure médico-sociale, eux, ils sont vraiment à l'écoute aussi, entre eux. C'est vraiment une équipe qui est prête à travailler avec vous, qui va vous permettre de progresser. La médecin du service était juste adorable, toujours prête à pouvoir échanger sur les patients, échanger sur comment est-ce qu'on peut améliorer sa qualité de vie, son parcours de vie, son parcours de soins. Donc voilà, c'est une rééducation qui vraiment est très intéressante. On a un vrai challenge. On a vraiment la possibilité d'améliorer la qualité de vie de gens qui sont très 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 démunis. Donc voilà, rien que pour ça, je pense que ça vaut vraiment la peine d'être fait. Et j'espère que certains d'entre vous seront intéressés pour vous engager. Alors c'est pas forcément qu'à Paris, hein. Le SAMU social de Paris, évidemment, c'est plusieurs structures à Paris même. Mais il y a plein d'associations en fait, qui sont hyper intéressées pour avoir des kinés libéraux qui vont intervenir en fait, dans leur structure pour des prises en charge de patients dans ce genre de situation-là. Voilà, j'espère que certains seront motivés. Merci. Charles, du coup, sur... Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Simon. Et je vais vous faire un retour et un partage sur mon expérience de vie en tant que kiné en Nouvelle-Calédonie. Je vais vous resituer un petit peu dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie. C'est une île qui se trouve en plein milieu de l'océan Pacifique, au large de l'Australie et à 24 heures de vol de Paris. Elle se compose d'une île principale, la Grande Terre, ainsi que de nombreuses îles autour, dont les plus importantes et les plus peuplées forment les îles Loyauté.
et un peu ici. Donc les îles Loyauté sont groupées là, Lifou et Marais. Après un an de diplôme, pardon, je voulais vous présenter un petit peu ce qu'est la Calédonie au niveau de la France. Donc c'est une collectivité d'outre-mer française de 270 000 habitants, composée d'un peuple autochtone kanak et de blancs expatriés et descendants de colons. Après un an de diplôme, j'ai décidé de prendre un aller simple pour l'île de Lifou. C'est une île peuplée exclusivement de Kanaks qui sont là-bas depuis plus de 3000 ans. Pour donner un ordre de grandeur, cette île fait la taille de la Martinique et compte environ 9000 habitants. Me voilà parti pour un contrat de 5 mois dans un cabinet de 3 kinés sur les terres coutumières kanaks. En Nouvelle-Calédonie, les kinés travaillent sur prescription médicale comme en métropole et les prises en charge et les pathologies restent très variées. La plupart des patients que nous prenons en charge sur cette île souffrent de pathologies chroniques ou de handicap lourd. J'ai enlevé mon masque. Souffrent de handicap lourd du fait du manque d'établissements spécialisés. Il y a certaines pathologies qui sont spécifiques de Nouvelle-Calédonie. Par exemple, j'avais des patients qui souffraient de pathologies respiratoires chroniques de type BPCO liées à une intoxication par les feux de case. Alors, en effet, il y a des cases en Calédonie, dans les tribus. C'est un lieu d'habitation assez commun que toutes les familles kanaks ont. Il y a aussi une forte prévalence des pathologies cardiovasculaires ainsi que l'obésité liées à la malbouffe, à la sédentarité et à une faible activité physique. En Nouvelle-Calédonie, 67% des adultes se trouvent en situation de surpoids ou d'obésité. C'est un problème de santé publique récurrent sur les îles du Pacifique. Et j'ai d'ailleurs participé à des ateliers de prévention en tribu pour promouvoir l'activité physique. Sur Lifou, j'avais une activité de kiné libérale sur les 2 dispensaires que compte l'île, où j'effectuais des vacations avec mes collègues kinés. Les dispensaires sont des petits hôpitaux de proximité où les patients affluent sans rendez-vous sur prescription médicale. Il y a des infirmiers, des médecins, des dentistes et des kinés. Donc nous, on avait une petite salle de rééducation où les patients venaient sans rendez-vous. J'exerçais aussi dans un cabinet qui était très bien équipé et en domicile, au cœur des tribus. Donc les tribus kanaks sont formées par plusieurs clans qui regroupent plusieurs familles. Un ensemble de tribus va former un district qui est dirigé par des grandes chefferies et des grands chefs coutumiers. Les Kanaks vivent dans une société qui est pyramidale, avec une organisation où les très grands chefs coutumiers décident sur les petits chefs de tribus et sur les chefs de famille. Mon statut de soignant m'a permis d'accéder aux tribus Kanaks et leur domicile. Ça m'a permis de partager des moments de leur vie et des moments très forts. Le peuple kanak vit au rythme de la coutume. Elle fait partie de leur quotidien. Elle dicte les valeurs de vivre ensemble, d'accueil, de respect et d'humilité. Autant dire que ce territoire français est bien différent du nôtre. Après quelques semaines sur Lifou, je commençais à parler quelques mots de langue locale que les patients m'ont appris. Pour dire bonjour, c'était Bozoussé. Pour demander si ça va, Moyei, est-ce que tu as mal, Hakeche, ou même Oletia Tchawatch pour dire merci. Bien que la grande majorité des patients parlent français, il y avait certains patients, notamment des anciens, qui ne parlaient que leur langue locale d'origine. C'était donc pour moi important de maîtriser ces mots de langue locale pour leur proposer une meilleure prise en charge et voilà. Je me suis d'ailleurs senti bien plus intégré dès l'instant où j'ai maîtrisé ces quelques mots de langue kanak, donc auprès de la population générale et auprès de mes patients. Je trouve d'ailleurs que l'intégration des Blancs en tribu sur ces terres kanak n'est pas forcément évidente au premier abord. J'ai ressenti les stigmates du passé colonial français et leur soif d'indépendance. Il y a d'ailleurs eu quelques tensions lors des derniers référendums sur l'indépendance, si vous avez suivi un peu l'actualité. Après la fin de ce premier contrat, je suis parti sur l'île de Marais, juste en dessous du Lifou, ici. Sur cette île, j'étais salarié de la province des îles Loyauté et je travaillais le matin en dispensaire et l'après-midi en domicile.
Cette fois-ci, j'étais le seul kiné de l'île qui compte environ 5000 habitants. Je n'avais eu aucune consigne concernant les prises en charge et l'organisation, donc j'avais carte blanche. Je vais débrouiller tout seul. Le rythme de travail était assez hétérogène. Il m'est arrivé parfois d'avoir une quinzaine de patients qui attendaient à 7 heures devant le dispensaire. Je vais tous les voir, donc c'était un peu compliqué. Et d'autres jours, par temps de pluie, j'avais personne. Alors les canaques, quand il pleut, ils sortent pas. Et là, je ressentais sur l'île de Marée une grande responsabilité vis-à-vis de nombreux enfants, de patients polyhandicapés et patients en soins critiques. J'étais le seul acteur de leur éducation. J'ai d'ailleurs trouvé ces patients vraiment adorables et d'une gentillesse et d'une sincérité inoubliable. Cette expérience sur Marée m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel. Je devais tout gérer tout seul, je n'avais pas de collègues avec qui échanger et pour m'accompagner. Donc, et j'avais une grande quantité de travail, énormément de patients à voir. C'est d'ailleurs cette solitude professionnelle qui était un petit peu la limite pour moi de cette aventure. Ensuite, je suis allé sur la Grande Terre, où j'ai travaillé en province nord, donc sur la plante que vous voyez là-bas. Cette fois-ci, j'ai travaillé en libéral, donc en cabinet, peut-être 20% de mon activité, et je travaillais au domicile, donc toujours dans les tribus. Donc je crois que j'avais 4 jours et demi par semaine dans les tribus au domicile. Cette fois-ci, c'était des tribus beaucoup plus isolées, donc j'allais en montagne, où seuls les professionnels de santé pouvaient aller, parce qu'il m'arrivait parfois de faire plus d'une heure et demie de route pour rejoindre une tribu isolée. J'avais même, je me souviens, une rivière à traverser avec un pick-up pour rejoindre le domicile d'un patient. C'était assez insolite quand même. Lors de la saison des pluies, certaines tribus restaient même fermées du fait des inondations. Donc des fois, les tribus, voilà, je ne pouvais pas y aller pendant quelques jours, quelques semaines. Donc ça pose des questions de prise en charge et d'isolement des patients. Donc les patients kanak m'ont beaucoup apporté. Ils ont une culture et un rapport au monde très différents du nôtre. Avec leur médecine traditionnelle kanak et leur à base de plantes médicinales et leur monde de l'invisible et du spirituel, ils nous font nous sentir assez petits face à la grandeur de leurs valeurs. Dans certaines tribus, j'ai vu de la grande pauvreté, de la misère sociale, de l'insalubrité et un manque d'hygiène assez considérable, du fait du manque de personnel, du manque de moyens, du manque de structures adaptées. Ma vision du monde et de la kinésithérapie a beaucoup évolué avec ce voyage, assez peu sur l'aspect technique des prises en charge, comme vous le doutez, j'avais beaucoup de domiciles, mais énormément sur le rôle social que nous avons en tant que kiné et sur la relation avec nos patients. Pour conclure, la kinésithérapie en Nouvelle-Calédonie peut à la fois être très conventionnelle, si l'on reste proche des grandes villes, comme Nouméa, qui est la capitale, et à la fois un peu plus insolite, aventureuse, et imprévisible si on sort des sentiers battus et qu'on décide, par exemple, dans mon cas, de me rendre en terre kanak. C'est maintenant un peu que je vous invite à vous créer vos propres expériences professionnelles et personnelles qui, je l'espère, seront humainement riches et vous apporteront confiance et fierté. Merci pour votre écoute. Ça vous a plu? Ça vous a inspiré? Alors vous pouvez réapplaudir nos intervenants.